Bonjour, chers collègues. Je veux dire un grand merci et une très grande bienvenue à ceux qui sont venus aujourd'hui pour cette formation de faire appel. Travailler la compréhension écrite ensemble, chers collègues. Bon, pour commencer, travailler la compréhension écrite n'est pas seulement une affaire de faire lire des volumes et des volumes de textes aux apprenants. C'est possible d'enseigner la compréhension écrite ainsi qu'orale. C'est possible d'apprendre à comprendre. Et pour ce soir, voici ce dont on va travailler. Je vous dis une deuxième fois, merci beaucoup pour être venu. Il nous est proposé plusieurs démarches pour apprendre à comprendre, mais ce soir, on se concentre sur l'usage des anaphores, chers collègues. Enseigner la compréhension écrite en utilisant les anaphores peut être une approche très efficace pour aider les apprenants à développer leurs compétences de lecture, de la compréhension et en même voie de la rédaction des textes. Mais aujourd'hui, on travaille la compréhension écrite à partir des anaphores. Alors, c'est quoi une anaphore? Les anaphores sont des éléments linguistiques qui font référence à des éléments déjà mentionnés dans le texte. C'est-à-dire, c'est un élément linguistique qui renvoie à un mot, une phrase ou un concept déjà mentionné antérieurement. L'assurance que les apprenants comprennent celle-ci est forte, cruciale. Comment est-ce qu'on va travailler aujourd'hui? Notre démarche ce soir suivra la route de comment identifier les anaphores, comment analyser les relations de référence. On va contextualiser les anaphores aussi et on va toucher la prédiction et l'inférence. Si nous reste encore du temps, on verra à partir des exercices comment cela s'applique et également comment les apprenants pourraient mettre en pratique ce principe pour produire leur propre texte. Comment est-ce qu'on identifie les anaphores? Comme nous venons de citer là-dessus avant de commencer à enseigner les anaphores, il est important que les apprenants comprennent ce qu'elles sont. Identifier les anaphores dans un texte peut être un exercice important pour comprendre la structure et la cohérence du texte. Voici quelques exemples. Voici quelques étapes pour identifier les anaphores avec lesquelles on va travailler aujourd'hui. Mais vous pourrez toujours fournir des exemples et les encourager à identifier les mots ou les expressions qui renvoient à des éléments antérieurs dans le texte. Les anaphores, chers collègues, sont simplement des pronoms, des déterminants, des adjectifs et des types variés des adjectifs. Pour commencer à identifier les anaphores, chers collègues, demandez aux élèves de chercher les pronoms, les déterminants, les adverbes, les conjonctions, ainsi de suite, qui toujours peuvent être des indicateurs d'anaphores ou des cataphores.
Un cataphore, c'est un élément linguistique qui nous aide à anticiper ce qu'on va rencontrer plus tard dans le texte. Pour faciliter la tâche pour les élèves, mettez en évidence les pronoms, les déterminants, des adjectifs et des autres éléments linguistiques qui font référence à des éléments antérieurs dans le texte, comme des adjectifs possessifs, par exemple. Les pronoms, et les pronoms démonstratifs, les pronoms possessifs, les pronoms relatifs. Et on a aussi les déterminants démonstratifs. Pour exemplifier cela, chers collègues, on peut regarder, on peut jeter un œil sur un texte d'une histoire qu'on connaît tout et qui pourrait nous aider à mettre en pratique ce qu'on vient de dire. Et pour cela, je dois devenir en arrière. Laisse-moi ouvrir l'histoire, s'il vous plaît, chers collègues. Je veux partager cela avec vous pour qu'on puisse voir les exemples des anaphores. Voici une phrase très simple avec laquelle j'ai commencé. Marie est partie en vacances. Marie a d'abord visité l'Espagne seule. Ensuite, Marie est allée en France avec sa cousine. Ça, c'est la première phrase, sans des pronoms, c'est-à-dire sans anaphore. Cette phrase est grammaticalement correcte, mais cela nuit un peu à l'oreille parce qu'il y a trop de répétitions. Et ça ne sont pas naturels. Regardons la deuxième phrase. Marie est partie en vacances. Elle a d'abord visité l'Espagne seule. Ensuite, elle est allée en France avec sa cousine. Maintenant, on voit que l'usage des pronoms, d'abord, nous apporte une cohésion textuelle dans ces phrases. Et ensuite, l'usage de l'anaphore, elle, par exemple, nous aide à éviter la répétition et ça rendre le texte fluide et plus clair. Marie, ici, c'est le référent. C'est le point de départ. Elle, c'est l'anaphore qui se réfère à Marie. C'est un pronom. Et ça, c'est aussi une anaphore qui se réfère à Marie. Voilà comment on peut commencer avec les élèves pour simplement les introduire à l'usage des anaphores. Et vous voyez d'abord que les anaphores, ce n'est pas quelque chose de très nouvel. Sauf, il faut pas arriver en classe avec le gros mot anaphore. Il faut simplement leur dire qu'aujourd'hui, on va travailler la compréhension écrite. Et voilà comment on travaille la compréhension écrite. Ils connaissent déjà les pronoms. Et moi, normalement, je ne leur dis pas que ça, on appelle les pronoms. Non. Je dis simplement, ce sont les mots qu'on utilise pour éviter la répétition. Mais quand il s'agit d'enseigner les anaphores, je vais trouver une autre explication comme ce sont les mots qu'on utilise pour rendre cohesive un texte. Bon, j'avais trouvé les autres exemples pour mettre en relief ce que c'est une anaphore. À part ce réseau anaphorique, on a les autres
types d'anaphores. On a les instances d'usage des anaphores comme les anaphores grammaticales, par exemple. Dans l'usage des anaphores grammaticales, il y a cette idée de sauter les déterminants des COD. Voyons cette phrase. Mélanger la sauce et le bouillon, chauffer et servir. Il y a cette ellipse, on saute le la et le lo, les déterminants, les articles définis. Mais la phrase se comprend. Se comprend. On sait d'abord qu'on parle d'une sauce et du bouillon. Alors, si on saute de mentionner le la et le le, ça ne va pas dire qu'on a commis une faute, un erreur. Non, ça c'est aussi un moyen d'appliquer les anaphores. On évite la répétition des articles, on évite la répétition des déterminants. Mais on comprend à l'arrière de nos têtes que on parle de la sauce, on parle du bouillon. On appelle ça l'ellipse, les anaphores grammaticales. C'est juste un exemple. Et l'exemple qui suit, c'est l'usage des ce qu'on appelle la pronominalisation. Laisse voir. Le client est à l'avance. Il attend dans la salle. Comme le nom suggère, on a remplacé le client par un pronom. C'est un usage des anaphores. Voici un autre exemple qu'on appelle l'usage des anaphores lexicales. Dans l'usage des anaphores lexicales, il y en a plusieurs types, mais j'avais relevé 4. Le premier exemple, c'est l'usage des anaphores au niveau du groupe nominal. Regardons la phrase, chers collègues. Battre les œufs et le sucre. Ajouter le reste des ingrédients au mélange. C'est quoi le mélange, chers collègues? On a employé le mélange pour remplacer les œufs et le sucre. Ça, c'est un mot qui représente 2 éléments. Voilà pourquoi on l'appelle un groupe nominal. On continue avec un autre exemple. Ça, c'est l'hyperonymation ici. Préparer la viande, les pommes de terre et les carottes pour la cuisson. Ensuite, faire bouillir les légumes. C'est quoi les légumes? C'est une classe générique pour les pommes de terre et les carottes. On a remplacé les pommes de terre et les carottes par un nom générique, les légumes. Cela, c'est l'hyperonymation. Et puis, on passe à un autre exemple, c'est l'usage de dénomination de base. L'usage de dénomination de base veut dire qu'on cherche un mot qui est équivalent à l'élément qu'on veut remplacer. Dans cette phrase, chers collègues, on peut voir clairement qu'on a la phrase « Juliette a acheté une Porsche ». La voiture est encore chez le concessionnaire. C'est quoi une Porsche? C'est une voiture. Alors, quand on encourage les apprenants de changer les mots comme ça pour éviter la répétition et aussi pour sortir mais de la langue. Voilà ce que je leur dis.
quelqu'un qui lit cette phrase, si ça sort d'un élève, c'est une élève qui a comment on peut dire, qui tient bien la langue. Et pour continuer, on a un autre usage des anaphores qu'on appelle la répétition partielle. La répétition partielle. Voilà un exemple d'une phrase pour illustrer. Éplucher les trois petites pommes. Acheter les pommes au reste des fruits. On a répété oui, mais on n'a pas répété tous les éléments. On a laissé tomber trois. On a que répété les pommes. En effet, on n'a que répété les pommes. On a laissé tomber trois petites. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que si je dis acheter les pommes au reste des fruits, après avoir présenté la première phrase, éplucher trois petites pommes, est-ce qu'il y aura une confusion? Non, c'est très clair que je me réfère aux trois petites pommes. Ça, c'est la répétition partielle. Et parce qu'on parle des répétitions, il y a un autre type de répétition exacte. Nadia parlait à un jeune skieur au chalet. Le jeune skieur était un champion mondial. C'est la répétition exacte. On a répété les mêmes éléments. Et puis, pour finir, à illustrer les anaphores, chers collègues, on arrive à l'usage qu'on appelle la coordination complexe, là où on emploie tous les types qu'on vient de voir. La première phrase, c'est que Jean est venu à la bibliothèque avec un roman policier, un dictionnaire et 2 disques compacts. Les livres et les disques doivent être rendus la semaine prochaine. C'est ça la deuxième phrase. Les livres, chers collègues, remplacent un roman policier et un dictionnaire. Ça, c'est l'usage d'un groupe générique, un groupe nominal générique. Et puis, on a la répétition exacte des disques qui doivent être rendus la semaine prochaine. Un élève qui arrive à sortir avec un tel texte est un bon élève. Voilà les exemples des anaphores, les exemples d'usage des anaphores dans la vie réelle que j'ai pu tirer. On revient à notre diapo et on était, je vais voir, on était à comment illustrer. On a illustré les anaphores. Maintenant, on passe à l'analyse des relations de référence. Pour analyser les relations de référence, il faut simplement repérer les éléments qui sont mentionnés dans le texte qui servent de référence à d'autres parties et puis analyser comment les deux sont reliés, comment ces éléments se relient dans le texte. Une fois que les apprenants sont capables d'identifier les anaphores, les amener à analyser les relations de référence qu'elles établissent, les anaphores. Quelles sont quelles sont les relations établies entre les anaphores et les référents? Par exemple, qu'est-ce que l'anaphore renvoie? L'anaphore qu'on a utilisé, par exemple, si je parlais de Marie est partie en vacances, et puis en deuxième phrase, je dis elle
elle a d'abord parti en Espagne. Le elle et Marie, comment est-ce qu'elles se relient? Quelle est la relation? La relation à ce cas-là, c'est que Marie, c'est le sujet. Et elle, c'est le pronom qui remplace le sujet. C'est ça l'analyse dont je parle. Et à travers cette analyse, on va, on va être capable de répondre à qu'est-ce que l'anaphore envoie, par exemple, comment cela aide-t-il à comprendre le sens global du texte, et est-ce que l'anaphore aide à clarifier les informations, est-ce que l'anaphore aide à harmoniser le texte ou quoi? Pour identifier correctement les anaphores, il est essentiel de comprendre les contextes dans lesquels elles sont utilisées. Si c'est un pronom, est-ce que cela remplace un sujet ou un objet? Dans la phrase précédente, encourager les apprenants à lire attentivement le texte pour repérer les informations antérieures auxquelles les pronoms ou les déterminants se réfèrent. Cette analyse montre comment le choix de référence influe sur la clarté et la fluidité de la narration ou du texte. Vous pouvez appliquer un processus similaire à n'importe quel texte pour mieux comprendre comment les relations de référence fonctionnent et contribuent à la construction du son. Analyser les relations de référence dans un texte implique de comprendre comment les différents éléments du texte sont liés les uns aux autres. On passe à le diapo qui suit. Contextualisation. Une fois qu'une anaphore est identifiée, une fois qu'une anaphore est analysée, expliquer sa cohérence avec le texte. Demander aux apprenants, chers collègues, de vérifier si le mot ou le concept auquel l'anaphore fait référence a été clairement mentionné auparavant dans le texte. Et par ce moyen, on va montrer, on va illustrer aux apprenants que on va illustrer aux apprenants que les anaphores servent à clarifier les informations, servent à souligner les informations. Et on passe maintenant, après la contextualisation des anaphores, on peut passer maintenant à l'interprétation dans le contexte. Chers collègues, aidez les élèves à interpréter le son dans lequel l'anaphore est utilisé. Ça se réfère au son de la linguistique ou au son de la sémantique. En contextualisant les anaphores de cette manière, les apprenants seront mieux équipés pour comprendre comment ces éléments contribuent à la structure et à la signification globale du texte qu'ils lisent. Et ça renforcera leur intérêt à la lecture. Et si ils continuent à lire et à lire, ils s'intéressent à lire les textes. Cela va augmenter leur vocabulaire. Et avec une augmentation du vocabulaire, les élèves sortiront des apprenants qui sont capables de produire des textes cohérents.
pendant la rédaction créative, par exemple. Voici un texte où on peut utiliser pour simplifier cette analyse, cette contextualisation et cette illustration. Je partage de nouveau. L'histoire du petit chaperon rouge. On est tous confortables avec cette histoire, bien que cela soit de l'Occident. Ce n'est pas de chez nous. On a nos histoires africaines, comme le singe et le crocodile. On pourrait utiliser ça, mais pour passer facilement, j'ai choisi cette histoire pour illustrer. Vous pouvez voir dans l'histoire que j'ai coloré. J'ai coloré quelques. Ce sont des anaphores. Dans cette histoire, on a 4 personnages. On a le petit chaperon rouge, on a sa mère, on a sa grand-mère et on a le compère, le loup. Ce sont des 4 personnages dans l'histoire. Alors maintenant, mais ce n'est pas toujours des personnages. Il y a des cas qu'on arrive avec des lieux ou des objets et l'histoire tourne autour d'un objet ou autour d'un lieu. On peut toujours travailler avec ça pour enseigner l'usage des anaphores. Alors, après avoir lu l'histoire avec les élèves et après avoir, comment je peux dire, après avoir leur expliqué, il suffit de les demander de repérer les 4 personnages. Les élèves vont vous dire les 4 que je viens de citer. Et puis, il suffit de leur demander de simplement souligner, encercler, encadrer ou bien colorer tous les mots qui ont affaire avec le petit chaperon rouge, par exemple. Voici, pour le petit chaperon rouge, moi, j'ai essayé de colorer en rouge. Une petite fille de village, ça c'est une description du petit chaperon rouge, la plus jolie qu'on a sur voir. Une description. Sa mère, ça, c'est un adjectif possessif qui se réfère au petit chaperon rouge. Et on a aussi sa grand-mère. On peut continuer comme ça jusqu'à la fin de l'histoire pour repérer tous les mots ou les groupes de mots qui ont affaire, qui se réfèrent au petit chaperon rouge. Et puis, on passe à la mère. Cette bonne femme, c'est une description de la mère. On continue de la même manière et on passe à la grand-mère et au loup à la fin. Et c'est très, très facile d'enseigner les anaphores de cette manière. Regardons cette phrase. Un jour, sa mère ayant cuit et fait des galettes, lui dit. Louis, c'est un pronom. Mais ça se réfère au petit chaperon rouge. Alors, la question de se demander ici auprès des élèves, c'est qui a dit à qui? Pour maintenant exploiter l'usage des anaphores.
Et j'avais cette idée très, très intéressante de toucher aussi un peu euh, l'inférence euh, l'inférence et la prédiction. Le pronom, le pronom relatif qui ici, il se réfère à qui, par exemple? Et il se réfère à la grand-mère. Alors, si on lisait cette phrase juste, le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère qui, et on s'arrête là. Et puis, on demande aux élèves d'expliquer ce qui va suivre. Le moment qu'on rencontre qui, on peut expliquer aux élèves simplement qu'on va parler de la grand-mère. On va trouver euh, d'informations supplémentaires sur la grand-mère. Ça, c'est la prédiction. Alors, l'élève maintenant, il continue à lire, oui, mais il sait que ce qu'il lit, c'est sur la grand-mère. Et ça aide à la compréhension. Pour vous, les professeurs qui sont doués dans la langue française, vous avez étudié la langue des siècles et des siècles et vous parlez toujours la langue, vous rencontrez la langue. Ne vous comparez pas aux élèves. Ne diminuez pas ce que je dis parce qu'aux élèves, ça c'est très important. Ils ne raisonnent pas de la même façon comme nous avec la langue française. Alors, s'il peut identifier qu'après le pronom relatif qui, ce qui suit normalement nous donne plus d'informations du nom précédent. Grand-mère, c'est un nom. Alors, le qui est pronom relatif, se réfère à la grand-mère. Mais dans l'usage des anaphores, ça montre qu'on va nous donner plus d'informations sur la grand-mère. Ça sert beaucoup à gagner du temps, même euh, pendant l'examen de la compréhension écrite, le papier de la compréhension écrite et la grammaire. Ça sert pour l'élève. Ça sert à gagner du temps pour l'élève et comme ça, il peut passer très vite en faisant cette partie et puis passer à une autre partie très vite sans perdre du temps. Ce sont des astuces pour enseigner la compréhension écrite. Il faut prendre garde, chers professeurs, quand on veut choisir un texte pour utiliser. D'abord, c'est toujours souligné. C'est bien de choisir un texte originel. C'est bien de choisir un texte déclencheur originel. Un texte qui n'est pas fabriqué. Mais vous pouvez aussi fabriquer un texte juste pour là. Il faut chercher un texte relativement court, mais riche en informations, comme un extrait d'un article, par exemple, une histoire courte, ou même un paragraphe d'un livre que vous aimez. Mais faites attention, il faut prendre garde au niveau des élèves, de vos élèves. Il faut toujours partir des phrases. Et puis, on passe au paragraphe et puis on passe à toute une histoire. Identifiez les entités dans le texte, dans ce texte que vous avez choisi. Relevez les noms propres, les pronoms, euh, groupes de mots qui se réfèrent à des entités, par exemple. Voilà, maintenant, on sait que ces groupes de mots, ce sont des anaphores.
Analyser les relations de référence. Pour chaque entité identifiée, déterminer comment elle est référencée dans le texte. Est-ce par son nom complet, par un pronom personnel ou par une description spécifique ou une autre chose? Identifier les types de relations et analyser les effets de ces relations que vous identifiez. Encourager les apprenants à voir comment ces relations aident à la compréhension du texte. On revient à notre diapo, chers collègues. On a vu la contextualisation. Maintenant, on passe à l'interprétation. On a aussi parlé des interprétations. Pour l'interprétation des relations, je répète, une fois que les anaphores sont identifiés, analysés et comprises, encourager les apprenants à voir comment ces anaphores sont liés aux éléments antérieurs. Discuter avec eux de la manière dont les anaphores contribuent, par exemple, à la cohérence et à la continuité de l'histoire. Examiner les relations de cohérence. Expliquer que les relations de référence contribuent à la cohérence et à la clarté du texte. Et cela, c'est très important parce qu'ils vont appliquer ça quand ils écriveront leur propre texte pendant la production écrite, par exemple, ou pendant les rédactions. Illustrer aux élèves que les anaphores et les cataphores sont utilisés de manière appropriée et qu'elles ne créent jamais. Il ne faut pas créer de confusion ou d'ambiguïté pour la lecture. Si les élèves décident d'utiliser les anaphores dans leur texte propre, leur propre texte qu'ils produisent, il faut que cela éclaircir leur texte et aide à la compréhension. Déterminer comment les éléments référents contribuent à la compréhension des éléments référencés. Comment ils établissent la cohérence et la continuité du texte. Je ne peux pas répéter ça assez. Examiner les relations. Oui. Maintenant, on arrive à la pratique avec des exemples. Mais avant de passer à la pratique des exemples, comme je vous ai dit, il faut que l'usage des anaphores aide aussi à la production des textes chez les élèves. Demandez pour achever cela, demandez aux apprenants de créer leurs propres phrases en utilisant les anaphores pour renforcer leur compréhension de la façon dont ces éléments fonctionnent dans un contexte textuel. En intégrant ces stratégies dans la didactique de la compréhension des écrites, votre enseignant va être plus intéressant et plus créatif. Vous pouvez aider les apprenants à améliorer leur capacité à repérer et à comprendre et à utiliser
efficacement les anaphores dans leur activité de lecture et de production écrite et même dans leur conversation. Après avoir identifié, analysé et pratiqué avec les anaphores, encourager les apprenants à discuter de leur rôle dans le texte et de la façon dont elles contribuent. Et pour cela, je voudrais savoir aussi, selon vous, à quoi servent les anaphores, chers collègues? Bon, on peut citer que les anaphores servent à éviter la répétition, à assurer la cohérence, à présenter l'information supplémentaire ou plus détaillée et à décrire, ainsi de suite. Cherchez à les illustrer dans une phrase, un paragraphe ou un texte. La prédiction et l'inférence. Enseigner la prédiction et l'inférence en utilisant les anaphores, chers collègues, peut être une approche très intéressante pour aider les apprenants à développer leurs compétences de compréhension écrite. Voici comment vous pouvez procéder. Expliquez que les anaphores peuvent souvent nécessiter la prédiction et l'inférence pour comprendre pleinement leur signification. Montrer des exemples où la compréhension d'un anaphore dépend de la capacité à prédire ou à inférer le référent. Par exemple, ce que je dirais, ce que je disais sur l'usage de qui après sa grand-mère. La grand-mère, c'est le référent. Qui se réfère à la grand-mère? Et je disais que on pourrait enseigner aux élèves d'utiliser les analyses comme ça pour prédire ce qui va suivre, pour prédire qu'après le qui, l'information qu'on va nous donner sera sur la grand-mère. Expliquer que la prédiction consiste à anticiper ce qui va se passer dans le texte, tandis que l'inférence implique de tirer des conclusions ou des déductions basées sur les informations fournies. Encourager les apprenants, chers collègues, à prédire ce à quoi une anaphore peut se référer. Avant de lire la phrase ou le paragraphe qui suivent. Dans le texte du chaperon rouge, je répète, le qui après la grand-mère indique clairement qu'on s'attend à une pièce d'information sur la grand-mère. Voilà la prédiction dont on parle. Des autres éléments comme les pronoms relatifs, les adjectifs possessifs, les pronoms démonstratifs ou interrogatifs peuvent tout servir à la prédiction. Pour vous montrer les exercices qu'on pourrait pratiquer avec nos élèves en classe, j'ai préparé voilà un exercice de remplissage. Excusez-moi. Voilà un exercice de remplissage. Le conseil, c'est lisez la phrase suivante, blablabla,
et demander aux apprenants de remplir les blancs avec les pronoms appropriés pour compléter les phrases. Ça, c'est un travail pratique qu'on pourrait donner aux premières années à la fin du premier trimestre, par exemple. Lisez le texte suivant, puis choisissez les bonnes réponses pour compléter les espaces vides. Exercice à choix multiples. On a l'exercice 2, toujours à choix multiples. Voici les choix multiples que les élèves vont utiliser pour remplir les phrases. On a aussi les analyses de passage. On peut fournir un passage d'un texte contenant plusieurs anaphores et demander aux apprenants d'identifier les référents de chaque anaphore. Ensuite, on les pose des questions qui nécessitent une compréhension plus approfondie du texte. On les encourage à utiliser les informations fournies par les anaphores pour répondre. Des exercices d'inférence à partir des anaphores. Voici un exemple que vous pouvez toujours utiliser en classe. Vous pouvez aussi choisir des autres textes similaires. Vous pouvez même créer vos propres textes pour faire pratiquer ce qu'on vient de discuter avec les élèves. Il y a aussi des exercices des exercices de comparaison des phrases. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On les donne des phrases et puis on les demande on les donne deux phrases similaires, mais avec des anaphores différentes dans chaque phrase. Et puis, on les demande de comparer les deux phrases et d'expliquer comment le choix des anaphores affecte la signification et la compréhension des phrases. Voilà quelques phrases types qu'on a pu trouver pour cet exercice. Vous pouvez toujours fabriquer vos propres phrases. Finalement, c'est la production des textes. On peut leur donner un texte et puis on leur demande de lire attentivement le texte, identifier les anaphores, utiliser les informations fournies par les anaphores pour réécrire un autre texte sans changement du son. Et voilà un exemple d'un texte de départ et puis un texte réécrit. Dans cet exercice, les apprenants sont encouragés à utiliser les anaphores de manière appropriée pour maintenir la cohérence et la fluidité du texte. Cela leur permet de pratiquer à l'identification des anaphores et de renforcer leur compréhension et la compréhension de leur rôle dans la construction d'un récit. Tous ces exercices, chers collègues, peuvent être adaptés en fonction du niveau de compétence des apprenants et cela va nous guider dans le choix de texte à utiliser ou dans le choix de texte à fabriquer. Ils sont conçus pour aider les apprenants à développer leur capacité à identifier les anaphores, à comprendre leurs référents et à utiliser ces informations pour interpréter le texte de manière plus approfondie. Et avec ces exemples de textes, chers collègues, on arrive à la fin de notre
présentation. La formation, pair à pair, c'est bien toujours de partager la connaissance, les compétences ou bien les formations qu'on acquiert de jour au lendemain. Parce que avec les connaissances, on les aiguise avec le partage. Merci beaucoup. Et je répète, merci beaucoup, chers collègues, à être venus aujourd'hui pour passer le moment avec nous dans cette présentation. Merci ma foi pour cette occasion. On se reverra bientôt. Merci.